Le vieillissement de la population et la transition démographique qui sont en cours et qui vont nous occuper sur les 25 prochaines années replacent fortement la question de la dignité de la fin de nos vies au cœur de nos responsabilités collectives et de nos préoccupations individuelles. On a une actualité législative en cours qui le prouve, puisqu'il y a 2 projets de loi actuellement en cours, l'un relatif à la fin de vie et l'autre qui est consacré aux soins palliatifs, et ce dernier ayant déjà été voté au Sénat hier. Et ce vote est comme un signal fort, en tout cas de notre point de vue, qui souligne l'importance qui est accordée au développement et à la structuration des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Pour bien replacer ce dont on va parler dans ce webinaire, je me permets de vous partager la définition de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est le point d'appui autour duquel nous allons pouvoir faire s'exprimer nos experts. Les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit leur âge, et la qualité de vie de leurs familles, qui sont confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ces soins palliatifs vont prévenir et soulager les souffrances grâce à une reconnaissance précoce, une évaluation correcte et un traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. Voilà la définition de l'Organisation mondiale de la santé, à partir de laquelle il me semblait important qu'on puisse maintenant laisser la parole aux experts. Notre ambition au travers de ce séminaire, c'est de mieux comprendre les soins palliatifs aujourd'hui, quels sont les enjeux médicaux, sociaux, éthiques, quelles sont les évolutions législatives en cours et quelles sont les initiatives innovantes et intéressantes portées sur notre territoire aujourd'hui. Pour nourrir cette réflexion et notre connaissance, on a l'honneur d'accueillir des intervenants aux expertises très complémentaires. Le docteur Xavier Ducrest, qui est médecin assistant des hôpitaux au service de soins palliatifs du CHU d'Angers. Madame Clotilde Laurière, qui est juriste et chargée de mission au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et Madame Estelle Cotineau, qui est coordinatrice de la cellule d'animation régionale de soins palliatifs des Pays de la Loire. Et nous les remercions sincèrement pour leur présence et leur engagement. Et donc, je vais sans plus tarder leur laisser la parole, et peut-être avant laisser la parole à Valentine Dutheillet de la Motte, qui va animer les échanges de paroles. Merci beaucoup à chacun de votre présence. Merci de veiller à couper vos micros tant que vous ne prenez pas la parole, pour que la fluidité et la compréhension sonore soit la plus efficace possible. Très bon webinaire à chacun et à chacune. Merci Elisabeth pour cette introduction. Tu m'as ôté les mots de la bouche, j'allais vous rappeler de bien éteindre vos micros, donc je vais sans transition passer la parole au docteur Ducrest, qui va vous présenter ce que c'est que les soins palliatifs, vous expliquer voilà, comment il travaille au quotidien, et je vais afficher, en espérant que ça fonctionne, sa présentation tout de suite. Hop là. Docteur, je vous laisse prendre la parole. Bien, bonjour à tous, je suis le docteur Ducrest, je suis praticien hospitalier donc sur le Maine-et-Loire. Je travaille au CHU d'Angers, qui a un service de soins palliatifs, et de l'hôpital de Saumur, qui a une équipe mobile de soins palliatifs. Alors, j'ai la lourde tâche de vous parler de soins palliatifs en 15 minutes. Je vais essayer d'être clair et concis, et d'orienter mon propos sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la gérontologie. Voilà, l'objectif là, c'est qu'on comprenne bien voilà, ce que sont les soins palliatifs. Madame Artaud le disait, c'est un sujet dont on entend parler depuis quelques mois sur le plan sociétal et sur le plan politique. Et donc, la première chose
à savoir c'est à quoi ça correspond vraiment et à quoi ça correspond vraiment en gériatrie et en gérontologie. Alors, je veux bien, Madame Duthaye, la diapo suivante. Donc, la définition, vous l'avez eue de manière succincte via la définition de l'OMS. Je vais prendre un petit peu plus de temps. C'est une définition, là, ce que je vous propose, c'est une définition qui est à la fois médiée par voilà, prise de l'OMS et prise de la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs en France, et la société de référence à l'échelle nationale. Et donc, qu'est-ce que sont les soins palliatifs? Ben, finalement, à quoi ça correspond? Ben, on va parler de prise en charge active, c'est-à-dire qu'on va être dans l'action. Ça, c'était un peu aussi pour sortir du côté phase curative, on fait des trucs, et phase palliative, on n'a plus de traitement. Non, non, c'est une phase très active, active dans l'accompagnement, active dans la réflexion, active dans la recherche de la qualité et la qualité de vie des patients. Cette prise en charge, elle se fait en équipe interdisciplinaire, d'accord? Donc, elle va se faire, en fait, par différents professionnels dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce qui est important, là, c'est l'interdisciplinarité. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle parfois de pluridisciplinaire ou de multidisciplinaire. Aujourd'hui, on va même plus loin dans l'interdisciplinarité. La différence entre pluridisciplinaire, c'est que vous allez avoir plusieurs disciplines qui vont, donc plusieurs professionnels, en fait, hein, dans le cas des soins palliatifs, qui vont exercer leur profession, leur talent, enfin en tout cas ce pourquoi ils sont là, médecins, infirmiers, psychologues, diète, kiné ou autres, et ils vont le faire chacun les uns à côté des autres. Dans l'interdisciplinarité, il va y avoir un travail mutuel, commun, où finalement bah, le médecin, l'infirmière, la psychologue, le kiné, moi en tant que médecin, je vais avoir besoin de l'expertise de ma collègue infirmière pour être bien dans une prise en charge palliative. Et pourquoi j'ai besoin de ça? Parce qu'en fait, finalement, en soins palliatifs, on cherche à avoir une approche globale de la personne, c'est-à-dire qu'on va sortir de l'accompagnement de la maladie ou de l'ensemble des maladies, parce qu'en gérontologie, on est face à des situations où il y a plutôt plusieurs maladies qu'une seule, et on va chercher à recentrer le sujet enfin le sujet, la personne au centre de l'accompagnement et du questionnement. D'accord? Donc on va bien sûr prendre en compte toutes les données médicales, mais on va se focaliser pas uniquement sur celle-ci, et on va prendre cette approche globale et recoller un peu tous les morceaux et questionner, bah voilà, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. D'accord? Donc, bien sûr, il faut que les patients soient atteints ou d'une maladie grave ou d'une maladie chronique. Cette maladie grave et cette maladie chronique, il faut qu'elles soient évolutives ou terminales, c'est-à-dire à la phase terminale. Et aujourd'hui, on parle même de phase avancée, qui est un terme un peu plus global, mais parce que Madame Artaud l'a dit tout à l'heure aussi, ce qui est important, c'est qu'on puisse anticiper et qu'on puisse prendre en charge les patients de manière précoce, justement pour pouvoir atteindre les objectifs qui vont nous être fixés un peu plus tard. Je vais y revenir. Et cette maladie, il faut qu'elle mette en jeu le pronostic vital. Vous voyez bien que mettre en jeu le pronostic vital, ça veut dire que cette maladie ou l'ensemble de ces maladies les unes avec les autres, elles vont inexorablement poser la question d'une prise de conscience du patient qui va mourir. Okay? On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais on sait que la situation médicale est devenue complexe et que eh bien, on prend conscience de cette mort, hein. Bien sûr, vous le savez tous, on va tous mourir, c'est pas un sujet. Mais là, la maladie ou l'ensemble des maladies ou les pertes d'indépendance font qu'on prend conscience qu'on est vulnérable un petit peu. Donc, il faut quand même ces critères-là. Et vous voyez qu'ils sont très larges, en fait, hein. Voilà. Donc, il faut être atteint de ces maladies ou de l'ensemble de ces maladies. L'objectif de cette prise en charge globale, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge les douleurs, donc les traiter dans un aspect global, les prévenir quand on peut les prévenir, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles n'arrivent pas ou en tout cas qu'elles soient prises en charge suffisamment précocement pour éviter que ça devienne trop complexe à traiter par la suite. Hein, et donc la qualité de vie, c'est bien la qualité de vie du patient. Donc vous voyez bien qu'on ressente toujours le patient au cœur de la prise en charge. Et on va prendre en compte dans cette qualité de vie la souffrance, qu'elle soit psychologique, sociale, spirituelle. On pourrait rajouter d'autres adjectifs, on pourrait dire culturel, on pourrait dire ce qu'on veut. En tout cas, on vient questionner le patient dans ce qui fait
souffrance, qu'est-ce qui fait qu'il est en souffrance et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir un impact, nous, en soins palliatifs, pour améliorer la situation et faire en sorte que la qualité de vie soit la meilleure possible. Un des slogans, en tout cas en soins palliatifs, c'est le fait qu'on ne veut ni abandonner, c'est-à-dire ni, entre guillemets, ne plus rien faire. Hein. Et donc, c'est dans cette intentionnalité-là qu'on parle de prise en charge active. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'arrêt de tous les traitements, mais on est bien dans la poursuite des traitements. Mais par contre, ce qu'on va éviter de faire, c'est d'être dans une intentionnalité d'obstination déraisonnable. Et donc, on va essayer de trouver cet équilibre entre éviter de ne rien faire et éviter de ne pas trop en faire. D'accord? Pour pas justement altérer cette qualité de vie, créer de la souffrance qui pourrait être jugée inutile. Et dans cette approche globale, vous savez bien, et vous en êtes intimement persuadé en gérontologie, le patient ou le résident n'est pas tout seul. Et donc, cette prise en charge, elle doit comporter la prise en soin de la famille et de l'entourage. D'accord? Pour que le patient soit le mieux possible et dans la meilleure qualité de vie, on ne peut pas occulter ceux qui sont autour de lui. Et donc, il faut qu'on puisse proposer un accompagnement à ces personnes-là. Voilà, ça c'est la définition de manière très globale. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo d'après, s'il vous plaît, Madame Dutheillet? Qui est-ce qui peut faire des soins palliatifs? Donc déjà, à qui on parle? On parle à tous les patients. D'accord? Tous les patients, tous les résidents qui sont, donc, je vous ai mis un des grands cadres de pathologie, qui ne sont pas du tout, ma liste n'est pas exhaustive, mais c'est le plus fréquent, c'est-à-dire l'oncologie, c'est à la limite presque le plus facile. Les pathologies neurodégénératives, qu'elles soient rapidement ou lentement neurodégénératives, les pathologies qu'on voit le plus fréquemment, c'est la maladie de Parkinson à un stade évolué, les pathologies neurodégénératives démentielles, donc la maladie d'Alzheimer, mais aussi toutes les pathologies où on a une atteinte cognitive importante, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies, les myopathies à un stade évolué. Les insuffisances d'organes, d'accord, donc les insuffisances respiratoires, cardiaques, j'oublie néphro, enfin, voilà, les plus fréquentes. La polypathologie et la polymorbidité, c'est-à-dire que là, on intègre dans la définition, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être atteint d'une seule maladie, mais la présence de plusieurs maladies ou d'une maladie chronique qui se complique. Je pense par exemple à un diabète multicompliqué avec le questionnement d'une entrée en dialyse, des amputations répétées, une néphropathie, une rétinopathie, où là finalement en fait ça va avoir un impact sur différents aspects de dépendance du patient. Et donc là vous voyez que on peut tout à fait parler de soins palliatifs dans ces maladies-là. Bien sûr on n'en parle pas au diagnostic, mais on va en parler dans l'avancée de la maladie et quand elle devient compliquée. Je ne sous-estime pas non plus l'impact de la dépression, l'impact de la nutrition aussi, qui vont aussi avoir bien sûr toute leur place dans l'évaluation. Ça va être aussi pour les patients qui sont atteints d'AVC à leur phase aiguë et à leur phase chronique, et puis des patients du handicap. On intervient de plus en plus dans les structures médico-sociales, femmes et masses, parce que ces patients-là, en fait, vivent plus longtemps et vont développer soit l'aggravation du handicap, soit d'autres polymorbidités associées qui vont faire que les problématiques vont se poser à un moment de la maladie. Et puis j'ai rajouté autre situation complexe. À partir du moment où il y a de la complexité, à partir du moment où il y a, qu'elle soit dans la relation, qu'elle soit dans l'évaluation, dans la prise en charge, à mon avis, faire appel à une équipe de soins palliatifs ou se poser la question d'une prise en charge palliative, c'est jamais une mauvaise chose. Par qui? Qui va faire des soins palliatifs? Mais finalement, tout le monde. Bien sûr, il y a des équipes spécialisées, je vais vous les présenter après, mais tout le monde est concerné. C'est-à-dire le médecin, bien sûr, c'est la cheville ouvrière de cette prise en charge palliative. Sans médecin, c'est compliqué de ne pas avoir cette approche globale, mais il ne fait pas ça tout seul. Et donc, j'ai cité un certain nombre de métiers. Bien sûr, j'ai oublié ceux qui, vous pouvez le critiquer, je l'entends tout à fait. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que tout professionnel de soins doit entrer dans cette approche interdisciplinaire
Parce que moi, je suis médecin et je ne peux pas vous dire comment va se passer une toilette. Je ne peux pas vous dire comment se passe une situation à la maison. C'est pas moi qui suis à la maison, c'est pas moi qui sais. Et donc, pour avoir une prise en charge globale et avoir un projet de soins cohérent, eh bien, je vais avoir besoin de ceux qui sont auprès d'eux. Et donc, ça concerne tout le monde. Donc, bien sûr, toute la sphère paramédicale, les auxiliaires de vie, les AMP, j'en oublie beaucoup, toutes les professions associés, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, les assistants sociaux, psychologues, diététiciens, psychomotriciens, ergothérapeutes et beaucoup d'autres. Et puis, j'ai rajouté les bénévoles parce que dans la philosophie palliative, dans la démarche palliative, en fait, on associe aussi des bénévoles d'accompagnement, qu'ils soient formés ou pas en soins palliatifs, mais en fait, on sait combien c'est important d'être accompagné aussi par la société civile. En fait, les bénévoles, ils montrent aussi aux patients qui sont en souffrance, qui sont dans une pathologie évolutive, que en fait, la société a envie de prendre soin d'eux. Et ça passe par le bénévolat. Et donc voilà, donc il faut les prendre c'est eux aussi qui participent à cette prise en charge. Donc vous voyez, ça concerne tout le monde, peu importe de là où on travaille. Je veux bien... Bien ou pas? Allô, allô? Oui, on vous réentend. Oui, oui, il y a eu une petite coupure, mais vous pouvez continuer. Merci. Bien, j'ai vu la coupure. Quand est-ce qu'on parle de soins palliatifs? C'est tout le sujet. C'est toute la difficulté de à partir de quand on parle de soins palliatifs. Là, ce qui est important, c'est la phrase au tout départ, c'est le plus précocement possible. En fait, nommer, se poser la question d'une prise en charge palliative le plus précocement possible va permettre justement de pouvoir anticiper l'aggravation, questionner les patients, les résidents, questionner les personnes qui accompagnent et anticiper tous ces sujets-là. Donc, à partir du moment où on est précoce, on est dans le vrai. Ce schéma-là, je ne vais pas avoir le temps de vous le détailler parce que je voudrais insister surtout sur un outil intéressant. Ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on parle souvent de phase palliative et de phase curative. Vous voyez que là, on est... eh bien, quand on parle de phase palliative, on ne parle pas uniquement que de la phase terminale et de la fin de vie, de la mort qui approche et des signes. Hein. Dans la phase terminale, on pourrait parler de phase agonique et des phases préagoniques. Et en fait, dans les maladies, ce qui est important, c'est d'identifier que les soins palliatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en fait, on va pas guérir ou on va pas guérir d'une pathologie ou de plusieurs pathologies. Et donc, à partir du moment où on est dans cette situation-là, on peut parler de soins palliatifs. Et donc, quand il y a des symptômes, on va y penser. Mais ce qui est important, c'est que on puisse y penser quand le plus précocement possible, parce que ce qui va se jouer le plus tôt possible quand on a ses capacités cognitives, quand on n'est pas en prise par un symptôme, et notamment la douleur, ou qui va altérer notre mécanisme de pensée, forcément, eh bien, on peut peut-être s'exprimer, dire ce qu'on souhaite plus facilement. D'accord? Et donc, ce qui est important, c'est que dans les maladies, dans l'évolution des maladies, eh bien, à un moment donné, quand on est dans la phase curative, on va avoir des soins spécifiques, d'accord? Hein, on pense à la chimiothérapie ou au traitement du cancer, qui vont avoir une place prépondérante. Et puis, quand on passe en phase palliative, on peut toujours avoir ces traitements-là, mais qui vont avoir une place moins importante. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en gras sur la deuxième partie du schéma. Et on parle des soins de support et de cette logique intégrative et interdisciplinaire qui vont prendre plus de place. Donc, vous voyez que finalement, ça va se faire dans un continuum, mais à un moment donné, il va quand même falloir poser les mots, parce que poser les mots et acter une prise en charge palliative va permettre derrière de pouvoir dérouler les choses. D'accord? Et puis, on n'oublie pas qu'en soins palliatifs, on accompagne le deuil et on sait que ce qui se joue dans la phase palliative va avoir un impact dans le deuil de ceux qui restent. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on fait des soins palliatifs? Eh bien, on en fait partout. Et on doit en faire partout, et notamment le projet de loi qui a été voté par le Sénat et proposé à l'Assemblée nationale et voté par le Sénat hier a cette ambition-là de justement continuer à développer les soins palliatifs sur notre territoire. Et donc, à l'échelle des Pays de la Loire, Estelle Cotineau vous en parlera tout à l'heure, mais ça va être plutôt une histoire de niveau de soins. C'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr plus ou moins de complexité, et en fonction de la complexité, eh bien, ça va pouvoir se faire à la maison
avec les soignants habituels ou en établissement dans des services classiques, hein, établissement de santé ou médico-social. Et puis, plus les complexités sont là, plus il y a besoin d'être accompagné et plus on va faire appel aux équipes. D'accord? Et les équipes auxquelles on va faire appel, eh bien, ça va être les équipes mobiles de soins palliatifs qui, elles, sont là dans une activité plutôt de conseil et de formation. Mais là, on parle plutôt du conseil, pas dans la réalisation des soins, mais dans l'analyse de la situation, l'accompagnement de la souffrance et la proposition d'un projet, d'accord, de soins, d'un projet, on parle de projet de plan personnalisé de soins, Advanced Care Planning en anglais, c'est des choses qu'on entend et qu'on veut mettre en place le plus précocement possible. Donc les équipes mobiles de soins palliatifs, vous en avez sur le territoire, on a quand même globalement de la chance dans les Pays de la Loire avec un maillage qui est bien défini et voilà, il y a des équipes qui sont plus ou moins étoffées, mais n'empêche quand même, on a cette chance-là d'avoir des équipes mobiles qui peuvent répondre à vos sollicitations. Un niveau 2, ça va être la situation où le patient n'est plus en capacité de rester dans le lieu dans lequel il est, et donc on va monter d'un cran, c'est-à-dire soit on va faire appel à une hospitalisation à domicile en EHPAD ou à la maison, parce qu'il y a besoin de technicité, il y a besoin d'une expertise. Donc ça va plutôt être à la fois dans l'analyse et dans la réalisation de l'acte. Soit on va, et donc là on est au niveau 2, c'est-à-dire la ligne jaune, soit on va aller dans des services qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs, ce sont des services qui ont un accompagnement, qui ont des soignants formés, qui ont un projet de service spécifique dans l'accompagnement palliatif. Et le niveau 3, le niveau le plus complexe, ça va être faire appel toujours à domicile à ces équipes-là. Donc souvent, on a et l'équipe mobile et l'HAD, et parfois la nécessité de soutien autre. Par exemple, je pense aux situations complexes avec les dispositifs d'appui à la coordination, DAC, qui vont nous aider aussi à accompagner ces projets complexes. Et puis, en hospitalisation, ce sont les unités de soins palliatifs qui, elles, ont pour vocation d'accompagner les situations palliatives exclusivement et les situations les plus complexes. Voilà, c'est un peu court. Il me reste quelques minutes pour vous présenter cet outil-là, qui est un outil qui date un petit peu, mais qui, à mon avis, est toujours à l'ordre du jour et qu'il faut apprendre à travailler avec. C'est l'outil Paliadis, et je vous ai proposé la Paliadis Géronto parce qu'on est sur le Gérontopôle et qu'on parle de gérontologie. Qu'est-ce que c'est cet outil-là? C'est un outil que tout soignant peut prendre en place, peut utiliser, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux médecins, c'est ouvert à tous. Et cet outil-là, il va vous dire, ben voilà, si je vais remplir la grille que vous avez sous les yeux, et si je réponds à certaines de ces questions-là, c'est-à-dire à la question 1 et à au moins une des autres questions, je peux faire appel à une équipe de soins palliatifs. Et vous allez voir que c'est finalement beaucoup de situations. Peut-être juste une chose, on travaille quand même très en lien et de plus en plus en lien, en tout cas nous à Angers et sur le Maine-et-Loire, on travaille énormément en lien avec les équipes de gériatrie, qu'elles soient plutôt EHPAD, plutôt intra-hospitalier, orientées sur les troubles psychocomportementaux, la gérontopsychiatrie. En tout cas, il y a un lien qui se fait entre ces équipes-là. Et donc, très souvent, vous pouvez faire appel à une équipe et puis cette équipe-là va faire appel à une équipe un peu plus spécialisée. Donc, c'est pas inintéressant. En tout cas, cette grille-là, je ne vais pas la décrire dans son ensemble. Ce qui est important, c'est que la première question, il faut répondre oui à cette question-là pour pouvoir utiliser cette grille-là. Et je vous la lis. La personne âgée de plus de 75 ans est atteinte d'une maladie grave évolutive ou de polypathologie qui ne guériront pas en l'état actuel des connaissances. Vous voyez, ça inclut beaucoup de situations. Et vous allez ajouter des facteurs de complexité. Et donc, je vais vous en décrire certains. La ligne 2, c'est il existe plusieurs facteurs de vulnérabilité somatique péjoratif. D'accord? Donc, le GIR, MMS, un état nutritionnel, des escarres, des chutes à répétition. La 3, ça va être sur l'évolutivité, le fait que ces pathologies-là, la maladie ou l'ensemble de ces pathologies soient rapidement évolutives. La 4, c'est que la personne ou son entourage est demandeur d'un accompagnement. Ce qui est important, c'est qu'un accompagnement palliatif peut être demandé par l'ensemble de la fameuse triade, c'est-à-dire patient, soignant et famille. D'accord? Tout le monde peut demander à être accompagné par une équipe de soins palliatifs.
Le point 5, c'est qu'il existe des symptômes qui ne sont pas bien soulagés malgré des traitements de première intention mis en place. La question 6, c'est qu'il existe des facteurs de vulnérabilité d'ordre psychique pour la personne ou pour son entourage. La question 7, des facteurs de vulnérabilité d'ordre social pour la personne ou pour son entourage. La question 8, des difficultés d'intégration d'informations, d'accord, ou sur le pronostic. Parfois, il y a des complexités, nous on est appelé les équipes de soins palliatifs parce que le patient ou parce que la famille n'entend pas, a du mal à comprendre, à entendre ce qu'il se joue sur le plan médical. Donc, c'est aussi un motif d'appel à une équipe de soins palliatifs ou à une prise en charge palliative. Soit la question 9, c'est qu'il va y avoir des questionnements ou des divergences au sein de l'équipe, d'accord, sur la cohérence d'un projet de soins. Et la question 10, ça va être sur l'attitude à adapter. Et donc là, c'est plutôt des questionnements éthiques sur la refus de traitement, des limitations à arrêt de traitement, une demande de mort ou la présence d'un conflit de valeurs. Et donc, vous voyez que c'est la question A plus une de toutes celles que je vous ai citées là. D'accord? Et dans ces situations-là, vous pouvez faire appel à une équipe de soins palliatifs. Voilà un petit peu, j'ai réussi à tenir mon quart d'heure. Ce que je voulais vous dire sur ce que sont les soins palliatifs, je pourrais répondre aux questions s'il y en avait après. Merci. Merci beaucoup, docteur Ducrest, pour cette présentation. Si je dois retenir quelques mots, je retiendrai le mot global, puisqu'on est sur une appréhension de la personne dans son intégralité, pour sortir de l'approche uniquement et de l'entrée par la maladie. On est sur une approche interdisciplinaire, avec une place et une implication de chaque personne qui est auprès d'eux, et puis une approche qui est finalement partout dans l'ensemble des lieux de soins et de vie des patients qu'on peut rencontrer, et finalement ouverte à tous, puisque finalement les critères d'admission sont très larges et vont vous permettre d'accéder à de nombreux patients avec des profils très différents. Merci encore pour cette présentation. Je propose maintenant de donner la parole à Madame Laurière, qui est juriste et qui va vous faire un point sur les appréhensions plutôt innovantes de la nouvelle loi qui est en cours, en effet, de processus législatif. Mais je vais la laisser vous le présenter. Je vais juste partager le support. Alors. Et je vais lui laisser la main. Madame Laurière, c'est à vous. Bonjour, merci. Alors, on va faire un état des lieux de l'évolution législative sur les soins palliatifs en France. Et tout ce qui va vous être présenté est extrait de la proposition de loi. C'est à titre illustratif, il n'est pas garanti qu'elle soit votée, même s'il y a des dispositifs qui semblent avoir été adoptés par les deux chambres, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Alors, on va se présenter. Qui sommes-nous? Diapo suivante. Alors, le Centre national a été créé en 2016 par le ministère de la Santé. C'est un centre de ressources, d'expertise, de dialogue, et nous produisons des données fiables de manière neutre. Nous sommes au service de l'intérêt général. Donc, on a 3 missions. La première, c'est de contribuer à une meilleure connaissance des soins palliatifs et de la fin de vie, à une meilleure diffusion et compréhension des droits qui sont relatifs à la fin de vie, mais aussi à tout ce qui est démarche palliative et des pratiques d'accompagnement. Et enfin, on contribue et on promeut le dialogue et la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans les différents parcours de vie des patients. Alors, voilà. On va vous faire un rappel des grandes lois concernant les droits des patients, même si vous les connaissez certainement, mais je pense que c'est important de revenir dessus. 2 lois très importantes concernant les soins palliatifs. En 1995, la loi Neuwirth, qui prévoit le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Elle sera suivie en 1999 par une loi qui prévoira le droit d'accès égal et universel à des soins palliatifs et un accompagnement de fin de vie. La grande loi Kouchner sur le droit des malades de 2002 prévoit le droit pour le patient d'être informé sur son état de santé. Il a aussi le droit de demander à ne pas être informé, de pouvoir accéder à son dossier médical, celui de consentir aux soins
ou bien de refuser les traitements. Et il a la possibilité, donc, dès 2002, de désigner une personne de confiance. En 2005, la loi Leonetti va renforcer les droits des patients et notamment la possibilité pour lui de rédiger des directives anticipées. Le médecin aura l'obligation de ne pas pratiquer d'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, mais également le devoir quand même de sauvegarder la dignité du mourant. La fameuse loi Claes-Leonetti de 2016, dont on parle beaucoup actuellement, prévoit la possibilité d'accéder à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les directives anticipées s'imposent désormais aux médecins. Elles sont valables à vie, modifiables et révocables à tout moment. Et enfin, le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tous les autres. Alors, le processus législatif en cours. Donc, comme je vous dis, rien n'est fixé, tout peut évoluer. Je vais faire un point pour expliquer un petit peu le contexte. En avril 2025, 2 propositions de loi sur la fin de vie ont été déposées à l'Assemblée nationale pour que les parlementaires puissent en discuter. L'une, qui était portée par Annie Vidal, visait à renforcer l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. L'autre, qui est portée par Olivier Falorni, crée un droit à l'aide à mourir sous condition. 2 lectures des textes sont nécessaires pour qu'une loi soit adoptée ou non, d'abord par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat. Donc le 27 mai 2025, l'Assemblée nationale a voté en première lecture la proposition de loi sur les soins palliatifs, l'accompagnement et les soins palliatifs. Hier, donc le 28 janvier, le Sénat a également voté cette proposition de loi en y apportant de nombreuses modifications dont on reviendra plus tard dessus. Alors, pour que vous compreniez bien, parce que c'est assez complexe, les articles qui ont été adoptés en première lecture, de façon identique, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat, s'ils ont la même rédaction, ils sont inchangés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas revus en deuxième lecture. Seuls les articles qui sont amendés ou supprimés par le Sénat seront de nouveau soumis à discussion à l'Assemblée nationale par le biais de navettes, et ça commencera la semaine du 16 février 2026. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, enfin 2 du moins pour les 2 lectures, une seconde lecture sera prévue au Sénat juste après les élections municipales de mars 2026. Donc toutes ces dispositions qui sont présentées, elles peuvent encore être modifiées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et encore une nouvelle fois par le Sénat. Alors après, effectivement, si on arrive à un point de blocage, le président peut donner soit le dernier mot à l'Assemblée nationale, soit proposer un référendum, c'est-à-dire laisser les citoyens trancher la question. Alors pourquoi une nouvelle proposition de loi? Dans un premier temps, c'est répondre aux besoins en soins palliatifs. On constate qu'il y a un vieillissement de la population et notamment une augmentation des maladies chroniques. La Cour des comptes a estimé que d'ici 2040, à peu près 460 000 personnes auront besoin d'une prise en charge palliative. Donc c'est quand même assez conséquent. Il faut également appréhender la diversification des parcours de fin de vie, parce qu'il y a diverses pathologies, des pathologies chroniques, des polypathologies et notamment aussi des maladies neurodégénératives. Donc l'intérêt de faire une nouvelle loi, donc de proposer une loi, c'est de donner une base légale à bon nombre de notions et de dispositifs qui étaient prévus dans la stratégie décennale 2024-2034. C'est notamment la notion d'accompagnement, celle d'anticipation, la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, le fameux projet d'accompagnement personnalisé, le PPA, le renforcement de l'offre de soins et également les formations et filières en médecine palliative. Alors, on va aborder les grands traits de la proposition de loi qui prévoit un égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.
On va voir donc, voilà, sur cette slide, la définition renouvelée des soins palliatifs. Ensuite, on abordera le renforcement de l'offre de soins, les maisons d'accompagnement, le plan personnalisé d'accompagnement, le volet palliatif également dans les projets d'établissement et des questions sur la formation et l'information. Alors, cette proposition de loi propose une définition renouvelée des soins palliatifs. Elle va y intégrer la notion d'accompagnement, c'est-à-dire une prise en charge globale et de proximité de la personne malade, mais également de ses proches. Les soins palliatifs ne sont pas limités aux seules personnes en fin de vie. Pourront accéder aux soins palliatifs les personnes aussi dans un délai compatible avec l'état de santé, avec son état de santé. Le Sénat a rajouté une phrase dans cette définition, je cite, « L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter ni à différer la survenance de la mort. » Donc le but de cette nouvelle définition, c'est d'anticiper la prise en charge des patients, délivrés de façon précoce, dès le diagnostic de la maladie, mais aussi l'élargir à tous les besoins médicaux et non médicaux, ainsi qu'à l'accompagnement de l'entourage. On comprend bien qu'avec cette nouvelle définition, on entend prodiguer des soins aussi à tout moment, comme le disait le docteur Ducrest, à tout moment et en tout lieu, au cours de la maladie et même précéder une guérison. Diapo suivante, pardon. Alors, la PPL prévoit aussi un renforcement de l'accès aux soins palliatifs. Vraiment, il y a une volonté de garantir à chacun, donc à tous et sur l'ensemble du territoire, l'accès aux soins palliatifs. Ça passe par l'allocation de crédit pour garantir cet accès équitable et ça passe par une offre de soins. On a listé tout ce qui est proposé dans l'encadré à droite. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça peut être un hôpital de jour, des séjours en lit identifiés, la création du SP, des équipes mobiles de soins palliatifs, des équipes ressources régionales. Voilà, vraiment, c'est allouer des crédits pour garantir cet accès équitable des malades à l'accompagnement et aux soins palliatifs. L'objectif, c'est la création de 2 unités de soins palliatifs minimum par région d'ici 2030, des USP pédiatriques, mais aussi maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Mesure phare également, c'est la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs qui seraient des lieux de vie intermédiaires entre le domicile et l'hôpital. Et ils offriraient un cadre, donc ces lieux de vie, offriraient un cadre adapté pour une prise en charge spécialisée à des personnes qui ne peuvent plus ou qui ne souhaiteraient plus rester à leur domicile, faute d'aidants. Donc, ce seraient des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Ça concernerait des personnes en fin de vie dont l'état médical est stabilisé, qui seraient accueillies soit durablement, soit temporairement, selon les besoins de la personne. Également, pour le répit aussi des aidants. Elles devront également, ces maisons, être formées à l'accompagnement, l'information et délivrer des informations sur les droits des proches aidants, mais également accompagner les endeuillés. Et puis, un rôle accru des bénévoles, justement, dans cet accompagnement des proches et des endeuillés. Diapo suivante. Vous m'entendez? Oui, et là, on Elle est n'est pas sur... passée? Si, moi je la vois, on est sur le plan personnalisé d'accompagnement. Eh bien, c'est parfait. Excusez-moi, ça a mis du temps à arriver. Donc voilà, le plan personnalisé d'accompagnement. Le médecin ou le professionnel de santé qui suit le patient va lui proposer un plan personnalisé d'accompagnement. Alors, il va, pour qu'il soit élaboré, il peut le proposer à l'annonce du diagnostic, donc d'une affection grave, ou alors lors de son aggravation. Il peut aussi le faire au début de la perte d'autonomie donc de la personne, en raison de son âge et du vieillissement, mais aussi à la survenance d'un handicap. Donc vraiment, ce plan personnalisé d'accompagnement, il est consacré à l'anticipation et à la coordination des différentes prises en charge
qu'elles soient sanitaires, psychologiques, sociales, médico-sociales. Ça concernera le patient, mais également son entourage, et puis ça se poursuivra aussi après le décès. Donc, qu'est-ce qui va composer ce plan personnalisé d'accompagnement? Eh bien, il comportera une partie relative à la prise en charge de la douleur et aussi une partie sur la perte d'autonomie. À l'heure actuelle, la HAS, elle est en train de faire une note de cadrage, enfin du moins de rédiger une trame, un document qui serait facilement compréhensible par tous, pour justement que ce soit accessible et qu'on puisse les utiliser pleinement, ces plans personnalisés d'accompagnement. Alors, il est prévu également un volet palliatif dans les projets d'établissement. Donc, ces volets comporteraient les principes de l'approche palliative, l'accompagnement de la fin de vie et du deuil, mais également tout ce qui concerne l'organisation interne, c'est-à-dire le rôle de chaque intervenant, que ce soit des intervenants extérieurs, des professionnels de santé, différentes structures, tout ce qui est en appui en soins palliatifs, mais ça inclurait aussi les bénévoles. Donc, dans ce volet palliatif, il y aurait également des modalités de formation continue des professionnels, tout ce qui concerne les procédures de coordination, donc entre les équipes, l'HAD, les services gériatriques, avec des modalités d'évaluation de la mise en œuvre, des modalités d'information des personnes accompagnées et de leurs proches sur les droits en fin de vie, et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui comprendrait les objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et aussi à la formation du personnel en matière d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc justement, on va faire un point sur la formation. Alors, ce qui est prévu en termes de formation. Donc, il y aurait une liste de diplômes d'études spécialisées pour intégrer une formation en soins palliatifs, avec un aménagement des maquettes de diplômes d'études spécialisées. Ça permettrait de faciliter donc l'accès à la formation en médecine palliative et l'utilisation du dispositif de développement professionnel continu. Donc, ça concernerait les professionnels en exercice et notamment ceux qui exercent en EHPAD. Concernant ensuite l'information délivrée Madame Laurien, vous avez coupé votre micro. Il y a dû y avoir une manipulation. Pardon, vous m'entendez? C'est bon, vous êtes de retour. Pardonnez-moi. Alors, au niveau de l'information au patient, à ses proches, à sa personne de confiance, au moment de la désignation, la personne de confiance, elle va recevoir un guide dans lequel lui seront présentés son rôle et ses missions. Concernant les directives anticipées, elles pourront être écrites de manière intelligible pour qu'elles soient utilisées par tous, et notamment les personnes qui se trouveraient en situation de handicap. Elles pourront être conservées sur l'espace numérique. Mon espace santé, c'est déjà le cas actuellement, mais la personne de confiance pourrait y accéder avec évidemment l'accord du patient et un accès restreint et très encadré. Alors, je vais vous présenter ce qui fait dissensus entre les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, toutes ces propositions qui ont été validées, votées par l'Assemblée nationale et qui ensuite ont été supprimées par le Sénat. Il y avait d'abord la notion de droit opposable aux soins palliatifs, avec la possibilité de former un référé liberté devant les juridictions administratives. Voilà, le Sénat n'a pas voté ce droit opposable aux soins palliatifs. La possibilité pour la personne de confiance aussi ou les proches de pouvoir participer avec l'accord du patient, encore une fois, aux discussions collégiales qui précèdent la décision de mettre en place ou non une sédation profonde et continue jusqu'au décès. La mise en place également d'une communication alternative améliorée pour rechercher l'expression d'un consentement éclairé du patient.
Et puis, tout ce qui concerne la valeur juridique de dispositifs technologiques qui auraient pu avoir la même valeur juridique que l'expression orale. Pour le volet des majeurs protégés, tout ce qui concernait la possibilité pour eux de désigner une personne de confiance sans le représentant légal, ça a été écarté par le Sénat. Également, pour eux, lorsque ils n'avaient pas d'altération des facultés cognitives qui auraient été constatées médicalement, la possibilité de rédiger leur directive anticipée sans autorisation préalable du juge. Ça aussi, ça a été écarté. La création de 106 maisons d'accompagnement et de soins palliatifs à l'horizon 2034, ça n'a pas été voté. Et puis, les demandes d'études de rapports visant à renforcer la place de l'entourage avec des réformes sur les différents droits des aidants comme le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant, les séjours de répit pour les proches aidants, ça n'a pas été voté également. Tout ce qui aussi, en dernier lieu, concerne la possibilité pour les équipes soignantes de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier qui aurait offert le récit de vie en fait au patient ou à sa famille a été écarté, pardonnez-moi également. Donc voilà les grands piliers de cette proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai 2025 et au Sénat le 28 janvier, donc c'est-à-dire hier. Donc on va rester quand même attentif à son évolution, puisqu'il va y avoir une seconde lecture comme on l'a vu. Mais comme le disait aussi le docteur Ducrest, c'est que l'objectif, c'est bien de répandre une culture palliative en France par des moyens et puis des dispositifs à développer pour tous et sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Laurière, de ce propos. Je retiens en effet qu'on est sur un processus de loi complexe qui, même s'il fait beaucoup parler, est en pleine évolution actuellement et qu'aujourd'hui, c'est bien encore la loi Claes-Leonetti qui s'applique avec de nombreuses propositions à venir autour de maisons d'accompagnement, de plans personnalisés d'accompagnement, d'une formation et d'un déploiement des soins palliatifs sur le territoire national. Je vais maintenant vous proposer de passer à un niveau régional avec l'intervention de Madame Cottineau, qui est coordinatrice de la cellule régionale des soins palliatifs en Pays de la Loire et qui va vous présenter ce qu'il y a comme action dans notre région. Je vais, pareil, partager la présentation. Et puis, Madame Cottineau, je vais vous donner la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc oui, on va parler un petit peu des Pays de la Loire, d'un point de vue un peu plus local, les actualités. Et la cellule d'animation régionale de soins palliatifs est une actualité récente sur les Pays de la Loire. Si vous ne connaissez pas cette entité-là, c'est tout à fait normal parce que ça vient de se structurer et de se construire sur l'année 2025. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. Les cellules d'animation, c'est une entité en fait qui s'est développée sur l'ensemble du territoire national. Actuellement, l'ensemble des régions sont dotées d'une cellule d'animation régionale. C'est une structure qui permet de participer à l'échelle régionale et en lien avec les territoires à structurer, organiser et développer les soins palliatifs. Notamment sur les Pays de la Loire. Donc, la cellule s'inscrit dans la dynamique de la stratégie décennale qui a été évoquée à plusieurs reprises par les intervenants précédents. Donc, la stratégie décennale 2024-2034. Donc, la cellule des Pays de la Loire s'inscrit dans cette dynamique. Alors, si on peut passer la slide suivante, je n'ai pas insisté sur les textes. Donc, c'est juste pour que vous puissiez situer, parce que je ne sais pas sur quel territoire exactement vous exercez,
Mais pour ceux qui sont limitrophes, notamment je parle sur chaque département, on est entouré de cellules qui sont parfois considérées comme des cellules historiques. Donc par exemple la cellule Bretagne, la cellule du Centre Val-de-Loire, la cellule de la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai aperçu tout à l'heure, je pense que mes collègues de Normandie aussi sont connectés. Par rapport, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Par rapport aux cellules, nous avons toutes 4 missions communes qu'on va développer de manière peut-être différente selon les besoins du territoire et notamment les besoins aussi de la région et toujours en lien avec la stratégie décennale. Donc, nos 4 missions principales, c'est de participer notamment au diagnostic territorial et améliorer la visibilité de l'offre en soins palliatifs sur les Pays de la Loire. C'est diffuser la culture palliative. Donc là, on ne s'adresse pas qu'aux professionnels de santé, on s'adresse aussi au grand public de la région. C'est animer, soutenir les professionnels de santé, c'est faciliter la coordination, fédérer, mobiliser les professionnels. Et puis, c'est aussi former et informer ou partager des outils de formation et d'information sur l'ensemble de la région. Donc, tout cela, la cellule doit déployer des actions, mais dans un cadre neutre, d'expertise et transversale. Le docteur Ducrest tout à l'heure parlait d'interdisciplinarité. C'est dans ce cadre-là qu'exerce la cellule. C'est vraiment avec l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans le cadre du parcours du patient, de ses aidants et son entourage. Donc, pour préciser un petit peu plus pour les Pays de la Loire, l'objectif principal, c'est pour promouvoir et développer et optimiser les soins palliatifs et l'accompagnement en lien avec les politiques nationales et régionales. Donc, la cellule ne travaille pas seule. Je vais vous présenter tout à l'heure avec qui nous travaillons pour permettre d'avoir un égal accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, de développer le maintien au domicile, de garantir des soins palliatifs de qualité. Donc là, c'est en lien avec aussi les experts, les équipes expertes et ressources de notre territoire. Et puis, c'est diffuser la démarche palliative à l'ensemble des habitants, des professionnels des Pays de la Loire. Donc, pour ce faire, la cellule est en lien avec de nombreux acteurs. Alors, c'est pas vraiment une carte mentale, mais c'est synthétique. Ça représente un peu l'ensemble des sollicitations qu'on a pu avoir sur l'année 2025 et des différents acteurs qui se sont dirigés vers la cellule ou alors dans le sens inverse, vers lesquels la cellule s'est dirigée dans le cadre de projets ou de besoins particuliers. Donc, la cellule, je vais y venir tout à l'heure, c'est à l'échelle régionale. La particularité sur les Pays de la Loire, c'est que vraiment on s'appuie sur les territoires. Il y a une animation territoriale sur chacun des départements des Pays de la Loire. Et donc, je m'appuie sur les chargés de mission notamment pour travailler ensemble à développer les projets et à veiller à ce que l'on s'adresse à l'ensemble des acteurs des Pays de la Loire. Donc, on peut aussi bien s'adresser aux bénéficiaires, patients, entourage, aidants que le grand public de manière plus générale et les acteurs en soins palliatifs, notamment sur le secteur gériatrie. On parle du médico-social, mais ça peut être aussi les CRT, les DAC, les CPTS aussi, les acteurs du premier recours. Donc, c'est vraiment très, très large, le public concerné par les actions et les missions de la cellule d'animation. Donc, pour la coordination régionale, l'ensemble des missions sont développées sur tous les départements des Pays de la Loire. Donc, la mise en œuvre de ces missions s'articule avec les ressources de chaque département, les besoins et puis les difficultés ou les projets en cours. Donc, pour ce faire, il y aura bientôt, parce qu'on n'y est pas encore, 5 chargés de mission d'animation de soins palliatifs sur les 5 départements. Actuellement, nous avons 2 départements où il y a un poste identifié, donc notamment, je viens à la slide suivante. 2 départements, donc le 49, le Maine-et-Loire,
où Christelle Foin est chargée d'animation en soins palliatifs. Donc, pour les acteurs du 49, c'est l'interlocutrice principale. Nous, on s'articule ensemble, toutes les deux, on travaille ensemble, mais pour ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire, qui sont du Maine-et-Loire, Christelle est vraiment votre interlocutrice principale. Elle est rattachée à la CASPA, une association qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Je vous ai mis le site internet. C'est un site ressource où il y a énormément de ressources qui peuvent vous servir au quotidien. C'est aussi un site où vous pouvez avoir une cartographie des ressources, des équipes expertes qui sont sur le 49 notamment. C'est un site qui va être actualisé très prochainement, donc voilà, peut-être qu'il y a, suivant le moment où vous consultez, peut-être qu'il y aura des mises à jour, mais voilà, c'est une ressource vraiment pour les acteurs du 49. Pour les participants qui sont du 44 de la Loire-Atlantique, il y a un poste de chargé d'animation qui est en cours de création, donc ça va venir. Ce sera un chargé d'animation qui aura aussi les mêmes missions que la cellule et qui seront déclinées en fait sur le 44. Je vous ai mis le site de Compass 44. C'est notamment parce que ce chargé d'animation sera rattaché à l'association Compass 44. Donc ce sera le site est aussi une ressource importante pour les acteurs du 44. Si vous avez besoin d'informations sur les équipes expertes, notamment du 44, sur les formations, les actualités d'information de la Loire-Atlantique. Pour les participants qui sont de la Mayenne, donc on a le réseau, alors qui était connu réseau Palia 53, qui s'appelle Palia 53. Il y a un site qui est un petit peu ancien, qui est en cours de réactualisation. Donc bientôt, vous aurez des éléments et des ressources actualisées et un site tout neuf avec la nouvelle charte graphique. Il y avait un poste à charger d'animation de soins palliatifs depuis 2 ans. Ma collègue est partie vers de nouvelles aventures professionnelles. Donc là, le poste est en cours il y a un recrutement en cours. Donc bientôt, il y aura quelqu'un qui sera identifié. Donc pour les acteurs de la Mayenne, c'est vraiment aussi, tout comme les chargés d'animation que j'ai cités précédemment, des ressources de proximité pour vous dans le cadre de vos projets et de vos besoins. Pour la Sarthe, il y a Valérie Blizeau, qui est chargée d'animation, soins palliatifs, qui est dédiée à l'ensemble du département de la Sarthe. Elle est rattachée à la Fondation Georges Coulon, mais elle est vraiment dédiée. Ses missions concernent l'ensemble du département et l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas de site actuellement, juste pour vous citer, par exemple, la possibilité de la solliciter. Il y a des rencontres des correspondants soins palliatifs sur la Sarthe qui ont lieu 3 fois par an avec une thématique précise, donc qui fait l'objet d'une conférence, de la venue d'experts. Par exemple, ça peut être le réseau ESSELA qui intervient, ça peut être une équipe mobile de gériatrie. Voilà, ça peut être un expert juridique. Donc, ça peut être très, très large. Mais voilà, si vous souhaitez, si vous êtes acteur sur la Sarthe et que vous souhaitez participer à ces réunions des correspondants, n'hésitez pas à la solliciter et l'interpeller via son adresse mail. Et puis, pour la Vendée, il n'y a pas de site non plus des ressources, mais voilà, on va travailler à quelque chose pour que chaque des départements puisse bénéficier des mêmes ressources. Et il y a un poste aussi qui est en cours de création pour avoir un chargé d'animation départemental, qui sera aussi votre interlocuteur principal. En attendant, vous pouvez bien évidemment me contacter, il y aura mes coordonnées à la fin, mais n'hésitez pas à me solliciter. Même si vous êtes du 49 ou de la Mayenne ou de la Sarthe, je vous mettrai en lien avec mes collègues concernés. Je disais que je ne suis pas seule à travailler au sein de la cellule. Je travaille aussi avec d'autres partenaires. Alors là, avec mes collègues des autres cellules à l'échelle nationale sur des projets communs. Et puis, pour les Pays de la Loire, avec les acteurs que j'ai cités précédemment, mais aussi avec l'ARS, l'EDT, la DGOS, la SFAP qui a été citée tout à l'heure par le docteur Ducrest, notamment sur tout ce qui est recherche et projet de formation. Et puis, je ne vais pas représenter à nouveau
le Centre national de soins palliatifs et de fin de vie, mais qui est un acteur très important voilà, pour construire des projets. Et puis, la plateforme de recherche sur la fin de vie, donc c'est vraiment une plateforme qui est dédiée aux projets de recherche, qui est une ressource aussi importante, qui peut venir étoffer des projets sur les Pays de la Loire. Donc, en pratique, la cellule d'animation, c'est une particularité pas forcément régionale, mais la cellule d'animation, en tout cas, est portée par une association qui a été construite lors d'une assemblée constitutive en fin 2025, donc c'est tout récent. Cette association a vocation à porter la cellule d'animation et à être représentative de l'ensemble des acteurs en soins palliatifs des Pays de la Loire. Et ça, c'est très important. C'était un souhait pour les acteurs des Pays de la Loire qui ont participé à cette dynamique, c'était vraiment que l'association soit représentative. Donc, on va retrouver aussi bien dans chaque collège des acteurs différents. Donc, les acteurs dits experts, les équipes mobiles, l'HAD, les USP, les LISP, mais aussi tous les acteurs du médico-social, les dispositifs de coordination, les DAC, les CPTS, les acteurs du premier recours libéraux, les représentants des usagers, les représentants des associations bénévoles qui sont des acteurs très importants dans le cadre du parcours des patients comme JAMAV, les petits frères des pauvres par exemple, et puis des représentants des établissements hospitaliers. Donc là, on va retrouver plutôt des directeurs d'établissements. Alors, c'est non exhaustif ce que je viens de dire. Il y a 9 collèges au total, mais il est toujours possible d'adhérer à l'association. C'est une adhésion qui est gratuite, je le précise. La cellule a pour vocation de porter la journée régionale de soins palliatifs, mais cette journée régionale de soins palliatifs qui est destinée à l'ensemble des acteurs des Pays de la Loire est construite par les équipes mobiles et des professionnels des unités de soins palliatifs des Pays de la Loire. Ça, c'est très important. C'est pas la cellule qui construit la journée. La cellule est là en support et en soutien, mais cette journée régionale est vraiment travaillée par les équipes et les professionnels des équipes mobiles et des USP des Pays de la Loire. Ce qu'ils construisent pour cette journée, c'est un thème qui soit suffisamment fédérateur et qui parle à l'ensemble des acteurs et qui permette de faire intervenir lors d'ateliers ou lors de plénières des acteurs qui ont construit un projet innovant, par exemple sur les Pays de la Loire, ou des acteurs extérieurs aux Pays de la Loire qui viennent vous apporter de la matière et de la ressource pour vous, pour votre quotidien, en fait. Donc, c'est vraiment une journée qui vous est dédiée. Cette année, en 2026, elle aura lieu à Carquefou, au centre des congrès de la Fleurienne. Donc, les inscriptions sont lancées. Tout à l'heure, vous aurez comment y participer, mais c'est vraiment, ça vous est destiné. Il y a des rencontres qui sont organisées sur l'ensemble des territoires. Alors parfois, c'est des rencontres qui sont que pour les équipes mobiles ou pour les USP. Il y a des rencontres qui sont aussi pour le médico-social ou des rencontres avec les associations de bénévoles. Parfois, c'est la cellule qui peut proposer ce type de rencontre, mais c'est surtout, et c'est ça l'intérêt, c'est que ce soit travaillé avec les chargés d'animation départementaux. Donc, moi, je peux être éventuellement présente ou venir en support, mais c'est surtout les chargés d'animation qui, eux, sont à la construction de ces rencontres-là. L'état des lieux. Donc, lorsque je me déplace, je vais à votre rencontre, je vais dans les structures médico-sociales, je vais à la rencontre des DAC. Je ne vais pas citer tous les acteurs, mais lorsque je rencontre, c'est vraiment pour bien vous connaître. Ça me permet de savoir quels sont vos projets, vos difficultés, quelles sont les ressources, et ça me permet de mieux orienter lorsque je suis sollicitée, notamment sur des projets, pour mettre en lien les acteurs ensemble. Et donc, ça permet de développer, de soutenir des coopérations ou des projets. Et puis, de manière globale, c'est de tout au long de l'année diffuser les actualités auprès des acteurs et faire beaucoup de communication pour relayer à tous ce qui se passe sur votre territoire et en Pays de la Loire. Donc, les initiatives innovantes. Donc, la cellule en fait partie, notamment parce que c'est nouveau. C'est pas nouveau sur d'autres régions, mais c'est nouveau en tout cas pour les Pays de la Loire. Toutes ces initiatives sont construites en lien avec la stratégie décennale notamment. Je vous en cite que deux. Alors, je ne vais pas reprendre les maisons d'accompagnement parce qu'elles ont été très, très bien présentées précédemment. Mais les Pays de la Loire, nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à projet en 2025
pour développer un projet sur les Pays de la Loire de maison d'accompagnement. Donc, pour l'instant, c'est en cours d'instruction. Il y a eu des porteurs qui se sont manifestés, donc on va attendre de savoir quel porteur est retenu. Mais en tout cas, c'est un projet innovant pour 2026. Et puis, on est aussi une région qui a été retenue pour alors c'est sur la slide suivante, sur des équipes d'intervention rapide en soins palliatifs. Et nous avons actuellement 2 équipes d'intervention rapide en soins palliatifs sur les Pays de la Loire, une en Vendée qui est portée par l'HAD vendéenne et une qui est portée par l'HAD Nantes et sa région. Et bientôt, on va en avoir une 3e qui va se développer sur le Maine-et-Loire par l'HAD, alors qu'on appelle anciennement Saint-Sauveur. Ces équipes d'intervention rapide sont vraiment une ressource pour les acteurs en gériatrie, parce ce qu'il ressort pour l'instant, c'est que les acteurs médico-sociaux s'emparent, c'est le mot, et interpellent assez facilement ces équipes d'intervention rapide. C'est une vraie ressource pour, alors vous me direz, en Sarthe et en Mayenne, il n'y en a pas, mais en tout cas, voilà, on regarde avec beaucoup d'intérêt le déploiement de ces nouvelles ressources parce qu'elles répondent à un besoin, notamment pour les structures médico-sociales. Elles ne se substituent pas, et j'insiste, à l'expertise des équipes mobiles de soins palliatifs. Ça ne se substitue pas non plus au travail que les équipes d'HAD font au quotidien. C'est vraiment une équipe en plus qui intervient dans un cadre très précis pour répondre à un besoin, une prise en charge urgente en soins palliatifs. Et puis, pour terminer, je vous ai remis voilà, les 2 actualités fortes pour 2026. Donc, c'est la journée régionale de soins palliatifs qui est sur le thème de le sens de la démarche palliative. Et puis, on va avoir la chance cette année d'accueillir les journées nationales de soins palliatifs pédiatriques à Angers, donc en octobre. Et le thème est la communication. Donc, même si vous me direz, vous êtes des acteurs en gériatrie, la communication est de manière beaucoup plus large. Et il y a des ateliers qui sont construits qui peuvent s'adresser pas qu'aux acteurs de la pédiatrie, notamment. Donc c'est pour ça que je me suis permise voilà, de diffuser cette information. Et puis, il y a de nombreuses formations de dernier secours à destination du grand public qui sont développées sur les Pays de la Loire. Alors, il n'y en a pas sur tous les territoires. Mais voilà, c'est en cours de développement. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers les chargés d'animation de vos territoires. C'est vraiment un dispositif qui montre une plus-value. C'est à destination du grand public. C'est organisé sur un temps d'une journée ou de demi-journée. Et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, pour diffuser et informer sur les soins palliatifs. C'est pas une formation au sens strict du terme qu'on peut entendre en tant que professionnel de santé, mais c'est voilà, une première approche et ça permet de diffuser la culture palliative au grand public. Et puis en ce moment, c'est voilà, favoriser la diffusion des actions de formation et des outils qui sont développés notamment par les chargés d'animation sur les différents territoires. C'est de communiquer sur ces formations qui vous sont aussi proposées, qui peuvent être très intéressantes pour vous. Voilà, j'ai été très très vite, mais voilà, je vois le temps qui passe. Euh, N'hésitez pas. Voilà, après si vous avez des questions.